Quels sont les défis pour la mobilité au 21e siècle? Comment se développe l'industrie des transports électriques au Québec? Les véhicules électriques sont-ils vraiment écologiques? La technologie des batteries est-elle suffisamment avancée? Quels sont donc les développements envisagés pour le transport des marchandises? Quels sont les comparables dans le monde et qu'en est-il des véhicules récréatifs? Première chose à mentionner, c'est que le véhicule électrique est un succès jusqu'à maintenant. Je dis ça parce qu'on parle beaucoup des chiffres de vente qui seraient supposément décevants. Mais en fait, il s'est vendu 1 million de véhicules électriques. Donc ça inclut les véhicules tout électriques comme la Nissan Leaf et la Tesla, et aussi les hybrides rechargeables comme la Chevrolet Volt. Donc 1 million de véhicules électriques qui sont vendus en 3 ou 4 ans. C'est un record pour l'industrie et ça montre qu'il y a vraiment eu un départ, que l'industrie a vraiment bel et bien commencé, que le marché des véhicules électriques, c'est un vrai marché. La plupart de ces ventes-là sont faites aux États-Unis, Japon, l'Europe. Il n'y a pas eu beaucoup de ventes au Canada, donc on sait qu'il y a moins de 15 000 ou moins de 20 000 véhicules électriques en circulation au Canada, dont à peu près la moitié est au Québec. Donc, quelles sont les forces motrices? Donc, qu'est-ce qui a poussé l'industrie automobile à finalement investir, non pas des millions, mais des milliards de dollars dans le développement et la mise en marché de véhicules électriques? On pourrait parler aussi de centaines de millions de dollars qui ont été investis dans les infrastructures de recharge. Pour simplifier la chose un peu, je parlerai de 4 grandes forces motrices. La première étant les impératifs énergétiques. Et deuxième, les impératifs environnementaux, l'environnement politique et les développements technologiques. Mais je dirais seulement quelques mots sur l'impératif énergétique, mais il ne faut jamais oublier que ce qui a motivé l'industrie et aussi les gouvernements à appuyer le véhicule électrique, à l'origine, ce n'était pas le changement climatique, c'était vraiment des questions d'indépendance énergétique, se libérer de la dépendance du pétrole. On sait que le secteur des transports routiers dépend de plus de 99% sur le pétrole. Ça reste quand même un défi très important au Japon, en Europe, en Chine, aux États-Unis, d'arriver à moyen, à long terme, d'avoir une plus grande indépendance énergétique. Et aussi, je dirais, une plus grande stabilité des prix. Parce que même, c'est vrai que les prix du pétrole montent et peuvent descendre aussi, mais ce qu'on voit surtout, c'est une énorme volatilité de prix relativement à l'électricité qui est beaucoup plus stable. Mais je dirais que récemment, ce qui a vraiment poussé les gouvernements à créer un environnement propice à l'investissement et la recherche dans les véhicules électriques, c'était la question du changement climatique. Pourquoi le véhicule électrique, et on pourrait dire aussi l'hydrogène, pourquoi sont si attrayantes à long terme comme solution pour réduire l'empreinte carbonique du secteur des transports? C'est vrai qu'il se développe beaucoup de solutions pour augmenter l'efficacité des moteurs thermiques et des véhicules en général. Il y a beaucoup d'efforts aussi pour développer les biocarburants. Il y a aussi les hybrides, comme la Toyota Prius. Toutes sortes de belles solutions qui réduisent la consommation d'essence ou diesel par kilomètre. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus d'automobiles sur la planète. Les pays émergents, en premier lieu la Chine, l'Inde, mais même dans les pays développés, on voit une continuation de la croissance du parc automobile, un accroissement du poids moyen des véhicules, une croissance des kilomètres parcourus par véhicule. Ce qui fait que toutes les mesures pour augmenter l'efficacité des véhicules vont éventuellement être compensées ou annulées par la croissance du transport routier. C'est pour ça qu'à long terme, la seule façon vraiment de réduire l'empreinte carbonique de manière très significative, donc 80 à 90%, c'est avec des carburants non carboniques. Et en ce moment, il y en a seulement 2 vraiment qui sont sur la table, c'est l'électricité et l'hydrogène. Donc c'est pour ça que le véhicule électrique, à long terme, c'est la solution. C'est des mesures qui doivent être mises en parallèle avec la décarbonisation des systèmes électriques. En faisant la promotion de ces 2 trajectoires-là, d'avoir des réseaux électriques de plus en plus verts avec des véhicules électriques, c'est comme ça qu'on va pouvoir atteindre les cibles de l'accord de Paris notamment. Donc pour ces raisons-là, au niveau de ces impératifs environnementaux qui ont créé un environnement politique depuis, je dirais, une dizaine d'années, qui ont propice à l'investissement en recherche et développement. Et on a vu des sommes très importantes qui ont été investies dans le développement de véhicules électriques. Mon opinion personnelle, c'est que ce n'est pas ces développements-là
les développements, c'est-à-dire les efforts de l'industrie automobile qui ont permis le véhicule électrique tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est des développements qui ont eu lieu dans l'industrie des batteries. La batterie de lithium-ion, qui n'est pas si vieille que ça. On parle de peut-être à peine une quinzaine d'années que la batterie lithium-ion a commencé à être offerte par Sony, entre autres, pour des équipements, pour des appareils électroniques portables. Des fois, les solutions, dans ce cas-ci, la solution pour le transport, bien, la solution ne va pas nécessairement venir du secteur des transports, elle ne va pas venir de l'industrie automobile, elle va venir un peu, on pourrait dire, par chance, de découvertes, de développements qui ont lieu dans d'autres industries et qui sont ensuite transposés, dans ce cas-ci, transposés à l'industrie automobile, et c'est ça qui a permis le véhicule électrique version moderne. J'ai commencé la présentation en vous parlant du fait qu'il y a eu 1 million de véhicules électriques qui ont été vendus à date. C'est un succès dû au fait qu'on parle d'une période relativement courte, 3-4 ans. Mais c'est certain que si on compare au nombre de véhicules sur la route ou même au nombre de véhicules neufs vendus par année, on est encore en bas de 0,5 % des ventes. Et on a même vu une chute des ventes aux États-Unis l'année passée. Bon, sans aller dans les détails, il y en a qui disent que c'était surtout à cause du fait que les principaux fournisseurs de véhicules électriques, Nissan et Chevrolet, GM, avaient promis des nouveaux modèles. Donc, beaucoup de consommateurs attendaient la venue de nouveaux modèles. Les ventes de véhicules électriques sont encore très, très, très basses. Et qu'est-ce que ça va prendre plusieurs décennies avant d'arriver à une part importante du marché. Les batteries qui sont utilisées dans les véhicules électriques ont été développées pour une autre application, ont été développées pour les applications électroniques. Pour cette industrie électronique, ils sont plus ou moins satisfaits. C'est certain que pour eux, avoir des batteries moins chères, plus performantes, avec plus de capacité de stockage d'énergie, c'est certain que c'est idéal. Mais en ce moment, la technologie elle répond quand même à leurs besoins. Et c'est là où est-ce qu'on est en ce moment. Mais pour l'industrie automobile, il faudrait réduire les coûts. Il y en a qui disent à 100 kW, 100 $ par kilowattheure, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt à environ 500 $. Donc, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir réduire les coûts et permettre vraiment à percer les véhicules électriques? C'est là que j'aimerais parler de certaines leçons de l'histoire. Si on retourne en 1904, au tout début de l'industrie automobile. Ben, je dis tout début, ça faisait quand même au moins 20 ans qu'il y a eu des ventes d'automobiles. Les ventes étaient encore très basses. On parle de quelques milliers d'automobiles qui étaient vendus. Donc, ici, ce que vous voyez sur le graphique, c'est les ventes aux États-Unis. À cette époque-là, le type de véhicule le plus vendu, c'était le véhicule électrique. Et d'ailleurs, vous voyez ici la fameuse Jamais Contente, qui est la première automobile à dépasser 100 km/h. Et c'était un véhicule électrique développé en France. Mais comme vous voyez avec la ligne verte, le véhicule thermique, donc la voiture à l'essence, a commencé justement à cette époque-là, vers 1905, à percer. Finalement, le véhicule thermique a complètement dépassé ses concurrents, c'est-à-dire les véhicules électriques et les véhicules à vapeur. Éventuellement, et on est arrivé très rapidement à une situation où plus de 99 % des véhicules vendus étaient à l'essence. Peut-être deux points importants qu'on pourrait souligner aujourd'hui. Premièrement, c'est qu'au tout début, le véhicule thermique n'était pas en concurrence directe avec le chemin de fer ou avec le cheval. C'était un véhicule essentiellement de loisirs. Et les premiers constructeurs de véhicules, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ces marchés-là pour raffiner la technologie, pour réduire les coûts avec des économies d'échelle. Et c'est en profitant de ces ventes-là dans les marchés de niche qu'ils ont pu commencer à accumuler des profits et qui ont pu réinvestir dans leur industrie et réinvestir les profits pour réduire les coûts, pour augmenter la performance des véhicules. Et ce n'est pas seulement eux, c'est évidemment d'autres entreprises qui ont vu les opportunités de marché et qui ont commencé à investir dans l'automobile et dans l'infrastructure. Ce qui est arrivé, c'est que très rapidement, il y a eu un cercle vertueux où plus les ventes augmentaient, plus il y avait des possibilités d'augmenter la performance des véhicules. Performance absolue et relativement aux autres concurrents qui n'ont pas trouvé leur niche. Au tout début, parce que comme je mentionnais, vers 1900-1905, où le véhicule thermique commence à prendre l'ampleur, il n'y avait pas de station de service.
Comme aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas assez d'infrastructures de recharge, mais comment ça se fait que le véhicule thermique a pu se vendre sans station-service? Parce qu'il y avait l'essence qui se vendait un peu de manière informelle dans les magasins de quartier. Il y avait d'autres aussi, d'autres détaillants qui vendaient de l'essence. Mais il n'y avait pas d'infrastructure qui était dédiée aux véhicules thermiques. C'est seulement avec le temps, avec le développement du marché, le nombre d'utilisateurs qui a commencé à augmenter de manière fulgurante aux États-Unis et ensuite en Europe. C'est ça qui a encouragé ensuite le secteur privé à investir dans l'infrastructure de stations-service. Et c'est là qu'on a vu graduellement le nombre de stations de service augmenter, des différents types de stations-service qui sont maintenant dédiées à l'automobile. Et on est arrivé à la situation d'aujourd'hui où il y a aux États-Unis environ 50 000 stations-service. Mais au niveau de la technologie, c'est la même chose qui est arrivée. C'est au début, toutes les technologies qui allaient dans le véhicule thermique n'étaient pas parfaitement adaptées à cette application nouvelle qui est l'automobile, le transport routier. Puis ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup de recherches pour adapter et optimiser toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui qui vont dans l'automobile. Mais tout ça, ça a été rendu possible par les marchés de niche qui ont alimenté ce marché, qui ont encouragé des investissements. L'électrification, c'est un processus de très, très long terme qui demande des changements importants au niveau de la technologie, réduction de coûts, on a parlé brièvement de batteries, et développement de l'infrastructure. Mais ça ne se fera pas en un jour, ça ne se fera même pas en une année. C'est un projet d'une génération, peut-être même de 2 générations. Mais il faut commencer quelque part. Et c'est pour ça qu'en ce moment, au Québec notamment, mais aussi ailleurs, on met beaucoup d'emphase sur les marchés de niche, qui ne seront peut-être pas les marchés qui vont nous donner les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est des marchés qui vont encourager le développement du véhicule électrique de demain. C'est le véhicule électrique de demain qui va nous permettre finalement d'être indépendants du pétrole et aussi de décarboniser le transport. Suite au rapport, le premier point qui est ressorti, c'est que le stockage et la recharge de l'énergie sont les facteurs clés dans le développement des véhicules électriques. Vous avez devant vous un petit graphique qui vous montre l'autonomie de la Nissan Leaf, qui est un petit véhicule électrique qui est le plus populaire au Québec actuellement, et la Tesla S, le véhicule dont on entend parler quand on lit des trucs sur l'électrification des transports, le flagship de Tesla Motors. Donc, essentiellement, ce que ce petit graphique-là nous montre, c'est que l'autonomie des véhicules électriques, elle varie avec les conditions environnementales puis les conditions de conduite. Donc, si on conduit plus ou moins rapidement dans un environnement de ville ou d'autoroute avec plus ou moins d'arrêts fréquents, ou est-ce qu'il fait plus ou moins chaud, donc on doit avoir recours à de la climatisation ou du chauffage, ça va avoir un impact sur notre autonomie. Il faut savoir aussi que les véhicules à essence sont aussi impactés par la conduite. Quand on conduit sur l'autoroute ou quand on conduit en ville dans le trafic avec un véhicule à essence, on n'a pas la même autonomie. Maintenant, bon, ça c'est pour le stockage. C'est sûr, bon, plus on a une batterie qui est grosse, plus on a une grande autonomie. C'est quoi l'impact sur la recharge? Pour les véhicules électriques, on a 3 niveaux de recharge. Les recharges de niveau 1 et 2, c'est des recharges qu'on peut avoir à la maison sur du 120 ou du 240 volts. On a aussi la recharge rapide, qui est un type de borne de recharge qui permet d'avoir une recharge à 80% de la charge en 15 à 30 minutes, selon le véhicule. Donc, ce qu'on voit, c'est que pour une Nissan Leaf, une recharge à la maison, ça se fait en à peu près une nuit de sommeil, donc c'est génial. On ne voudrait pas avoir ça sur la route quand on est en transport de longue distance. On a les recharges rapides pour ça, mais c'est tout à fait réaliste de penser recharger un véhicule comme ça à la maison. Pour une Tesla S, c'est un peu différent. Donc, c'est le compromis qu'on a à faire. Plus on a une batterie qui va nous donner de l'autonomie, plus il va falloir se tourner vers des modes de recharge qui vont être rapides puis qui vont devenir plus difficile à avoir dans notre domicile. Donc, est-ce que l'autonomie des véhicules actuellement devrait être considérée comme un frein à l'électrification? Bien, en 2013, Hydro-Québec a fait un projet pilote d'essai de véhicules électriques à Boucherville. Puis, ils ont prêté des véhicules à des particuliers, puis à des gens aussi qui utilisaient des véhicules dans leur emploi, comme des livreurs de Saint-Hubert, des trucs comme ça. Puis, ils ont regardé comment les
comment les gens réagissaient avec le véhicule, puis quelles devenaient leurs habitudes de recharge pour être capables d'être fonctionnels. Ils se sont rendus compte que la distance moyenne journalière parcourue par quelqu'un, c'est de 45 km, soit 48 la semaine, 36 la fin de semaine. On sort un peu moins. 80 des déplacements étaient en dessous de 60 km. En semaine, 50 des déplacements étaient en dessous de 35 km et en fin de semaine, en dessous de 25 km. Bref, pour 80 des déplacements, une recharge à la maison de niveau 2 était amplement suffisante. Donc, l'autonomie, c'est un frein à l'électrification plus psychologique que physique. Qu'en est-il des réseaux de recharge actuellement au Québec? Donc, quand on a fait la mise à jour du rapport l'automne dernier, on avait le site véhicules électriques du gouvernement qui nous donnait les chiffres suivants. Donc, le circuit électrique qui a été mis en place par Hydro-Québec et les entreprises collaboratrices comportait 480 bornes de recharge de niveau 2 et 20 bornes rapides dans le Québec. Le réseau vert d'Adénergie, qui est rendu pseudo-fusionné avec le circuit électrique, comportait 112 bornes de niveau 2. Ça, c'est des bornes publiques qui s'ajoutent au fait qu'on peut tous en avoir à la maison si on le désire. Il y a le réseau de Tesla Motors pour les gens qui possèdent une Tesla qui est en train de s'étendre, qui lui est un réseau de bornes rapides. Donc, le but étant d'offrir de la recharge d'appoint rapide pour les gens qui voyagent avec leur véhicule électrique. Puis, il y a d'autres réseaux dont je ne parlerai pas, mais de Sun Country Highway, de Azra, donc, qui s'ajoutent à ça. En 2010, au Québec, on avait un peu plus de 10 000 stations-service au Québec. Donc, on pourrait regarder ça puis se dire qu'on manque peut-être de bornes de recharge. Mais il faut garder en tête que les bornes de recharge, c'est pour 20 de nos déplacements. Les stations-service, elles rechargent tous les véhicules à essence tout le temps. On ne peut pas le recharger chez soi. Encore une fois, pour être juste, il faut penser qu'on regarde pas on ne va pas évaluer les véhicules électriques puis leur mode de recharge puis leur mode d'utilisation avec les mêmes lunettes qu'on va évaluer les modes de transport à essence. Est-ce que c'est magique? Est-ce qu'on peut s'approvisionner à l'infini n'importe comment sur nos réseaux? Ça serait quoi l'impact de recharge sur le réseau de distribution si tout le monde avait un véhicule électrique? Qu'est-ce qui est réaliste? Qu'est-ce qui l'est moins? Donc, on a ici des chiffres pour un exemple d'une flotte de 300 000 véhicules, donc avec des moteurs plutôt petits, là, du 16,5 kWh au 100 km, qui ferait du 15 000 km par an. En termes de quantité d'énergie, qu'est-ce que ça représenterait sur la consommation annuelle? Ça représenterait à peu près 0,5 % de ce qu'on consomme. Donc, ce qui veut dire que c'est ridiculement faible. On n'a même pas besoin de s'inquiéter avec ça. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est quand on regarde la puissance qui serait requise si ces véhicules-là se rechargeaient tous en même temps. Donc, sur du niveau 1, du niveau 2, ça représente quelque chose d'assez marginal sur la puissance de pointe qu'on peut avoir au Québec. Sur de la recharge rapide, là, ça fait un peu plus peur. On se dit, OK, puis c'est 300 000 véhicules, si c'était 3 millions, mon Dieu, on n'y arriverait pas. Mais encore une fois, il faut être réaliste. Si tout le Québec allait faire le plein en même temps, tout de suite, il y aurait des bouchons de circulation énormes, puis on ne considère pas ça comme une situation envisageable, réaliste non plus. Donc, pour être juste, on ne va pas considérer que tout le Québec va se recharger en même temps. Mais, bon, comme les recharges durent un peu plus longtemps que ce que ça prend pour faire un plein, on va quand même avoir des champs de recherche qui vont s'attaquer aux problèmes à l'impact de la recharge sur le réseau de distribution, puis essayer de trouver des solutions à ça, dont les réseaux électriques intelligents, la recharge intelligente et le V2G. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais juste pour piquer votre curiosité, le principe de la recharge intelligente. Vous voyez ici des courbes où on voit, c'est en France, donc c'est pas ici, puis c'est pour des nombres de véhicules qui ne concernent pas notre population, donc on ne regarde pas les chiffres, on regarde seulement la forme des courbes. Ça vous montre la demande en puissance sur le réseau électrique en fonction de l'heure de la journée. Donc, essentiellement, ce qu'on voit, c'est que la nuit, il y a un creux parce que personne ne consomme d'électricité. Le matin, quand les gens se réveillent, ça augmente. On a un plateau pendant la journée avec un petit creux en fin d'après-midi. Imagine quand tout le monde quitte son emploi. Ensuite, tout le monde arrive à la maison, tout le monde part son four, sa laveuse, sa sécheuse. On a un gros pic qui s'éteint pendant la soirée. Si on ajoutait des recharges de véhicules électriques à ça, donc c'est les courbes bleues et rouges pour différents nombres de véhicules électriques, comme on suppose que les gens vont brancher leur véhicule en arrivant à la maison, mais c'est des courbes qui auraient tendance à se superposer à la courbe qu'on a actuellement. Puis c'est là où ça peut devenir alarmant, c'est si on prend le pic de consommation puis qu'on l'augmente encore plus. Ce que la recharge intelligente va venir faire, c'est d'essayer
déplacer le moment où les véhicules se rechargent pendant le creux de la nuit plutôt que qu'en le superposant au pic de la journée. Donc, c'est pas sorcier, ça fait du sens. Actuellement, les gens qui détiennent, par exemple, une Nissan Leaf peuvent avoir une application sur leur téléphone qui leur permet de programmer la recharge pour faire démarrer la recharge de leur véhicule plus tard en soirée. Donc, c'est déjà des choses qui sont mises en place. Le faire de manière automatique sur des flottes complètes de véhicules, ben, c'est là-dedans qu'il y a de la recherche qui se fait. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas des sujets que les scientifiques ont perdu de vue, au contraire, puis on va voir apparaître ça de plus en plus dans les prochaines années. Il ne faut pas oublier que le transport électrique, ça touche également les autobus, les camions, qui, eux, ont des modèles de recharge qui sont complètement différents, avec des chargeurs à grande puissance, puis de la recharge qui va être plutôt faite de manière partielle, aux arrêts, par induction, par conduction, en alimentation continue. On a Siemens qui teste en Suède et en Californie son principe d'autoroute avec des camions électriques qui sont reliés à un fil avec un caténaire un peu sur le même principe qu'un tramway, finalement. Donc, c'est juste garder en tête aussi que quand on parle d'électrification des transports, on dépasse le véhicule personnel, puis que les questions d'autonomie puis de batterie, quand on se tourne vers des systèmes comme ça, sont beaucoup moins importantes que si on voulait avoir des camions de transport de marchandises qui sont autonomes batterie sur tout le trajet. J'ai mis un petit graphique ici qui vient juste nous rappeler que l'électrification des véhicules, c'est pas non plus la panacée qui répond à tout. La fabrication des véhicules produit quand même une bonne quantité d'émissions de CO2, équivalent en fait plus que la production d'un véhicule thermique, notamment à cause de la fabrication de la batterie qui demande d'accès à des métaux dont l'extraction est vraiment coûteuse. Puis c'est vraiment lors de l'utilisation du véhicule qu'on va regagner, puis on va regagner significativement, moyennant le fait qu'on est dans un endroit où l'électricité est produite d'une façon propre. En Chine, avoir un petit véhicule électrique, ça pollue plus qu'avoir un VUS à essence, parce que l'électricité est faite au charbon. Donc, c'est pas notre cas ici, puis nous, le rapport, on l'a fait pour le Québec, puis nous, on est chanceux, on a une situation qui est plus favorable, mais il faut savoir qu'un collectionneur de véhicules électriques serait probablement plus polluant qu'un collectionneur de véhicules à essence, si tout ce qu'il fait, c'est les mettre sur des podiums. Les véhicules électriques, oui, c'est en soi quelque chose de très bien, mais si notre but, c'est d'utiliser ça seulement pour faire de la substitution un pour un des véhicules à essence, on n'a pas tout saisi les problèmes dans les transports. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. Puis c'est pas avec des véhicules électriques qu'on va régler les problèmes de bruit en ville, les bouchons de circulation, les embouteillages, les problèmes d'efficacité dans les transports, mais ils vont être un levier d'optimisation qui va être vraiment intéressant dans les nouveaux transports. Quand on pense, par exemple, aux véhicules autonomes, comme la petite image qu'on a ici de celui de Google, qui est très mignon, bien, faire des véhicules autonomes, c'est pas mal plus simple quand les véhicules sont électriques parce que la commande électrique est déjà là. Puis c'est pas le même défi technique que de fonctionner avec des véhicules vraiment avec une mécanique, une commande mécanique. Donc, on devrait voir arriver les véhicules électriques non seulement pour les raisons des véhicules électriques, mais aussi parce qu'ils vont trouver leur place dans les nouveaux transports plus adaptés que les véhicules traditionnels. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler de Lévis. Pourquoi je parle de véhicules électriques? Puis je m'y connais un peu. C'est parce qu'à Lévis, on fait ça à temps plein, je vous dirais. Donc, on est une équipe de 20 personnes qui fait que du développement technologique autour des véhicules électriques, principalement. Également un peu autour de l'automatisation des transports. On est un CCTT. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, un CCTT, c'est un centre collégial de transfert de technologie. On est affilié au Cégep de Saint-Jérôme. On est membre du réseau Transtech qui compte une cinquantaine de centres comme ça qui ont chacun sa spécialité technologique. Donc, on a pour mission d'aider les entreprises dans le domaine du transport avancé. Donc, en faisant quoi? Bien, principalement la recherche appliquée. On leur apporte du support technique également, puis on fait de la formation, de l'information dans le domaine. Il y a principalement 3 choses qui nous intéressent, nous. Donc, tout ce qui est traction électrique et hybride, également l'intelligence véhiculaire et finalement l'efficacité énergétique en transport. On est fiers de dire qu'on se positionne au centre de l'écosystème du véhicule électrique. En fait, on travaille en collaboration avec plein de gens qui s'intéressent à l'électrification. Mais nous, on pourrait dire, c'est notre seul but dans la vie. On ne fait que de l'électrification des transports principalement. Donc,
On se retrouve souvent à collaborer avec un paquet de partenaires industriels qui veulent développer des applications. On a autour de nous des universités avec qui on travaille. D'ailleurs, on a un projet avec l'Université Laval, d'autres centres de recherche, des centres d'essai, des opérateurs de flotte, des choses comme ça. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez tous eu connaissance l'automne dernier du lancement du plan d'action sur l'électrification des transports. Bon, il y avait des belles mesures là-dedans. Il y en a entre autres pour appuyer des innovations, le travail fait par des entreprises dans le domaine. Vous avez peut-être entendu parler du projet d'autobus scolaire électrique. Donc, on a travaillé au développement d'une version électrique d'un autobus scolaire qui est fabriqué présentement à Saint-Jérôme par Autobus Lyon. Donc, cet autobus-là est maintenant en vente commerciale. Ce qui est intéressant avec les autobus électriques, les autobus scolaires, il y en a 8000 au Québec qui sillonnent les rues et les routes 2 fois par jour. Donc, c'est une belle application qui est très connue et répétable. Donc, à tous les jours, les autobus vont faire leur route matin et soir et ils ont des belles périodes de repos entre leurs 2 routes. Donc, ça en faisait, on pourrait dire, un candidat parfait à l'électrification. Donc, chaque autobus qu'on enlève de la route par un autobus électrique, c'est 23 tonnes de CO2 par année d'épargner. Donc, c'est très intéressant. Avec l'annonce du plan d'action qui a été fait l'automne dernier, il y a un programme qui a été annoncé pour favoriser l'acquisition de tels autobus. Donc, il y a un 30 millions pour aider à l'achat d'autobus scolaires comme ça, électriques. Donc, on prévoit un beau succès pour ce produit-là qui est maintenant en production commerciale là, depuis peu. Le deuxième produit dont je voulais vous parler, qui est fait au Québec, donc fabriqué à Longueuil, c'est la moto de Litho Green Motion. Donc, une belle moto 100% électrique. Quand on parlait de niche tantôt, lui, il est très niché. Donc, une moto de luxe avec écran tactile pour entrer la destination et une fonction qui permet à la moto d'ajuster son niveau de puissance en fonction de la distance à couvrir pour assurer qu'on ait une autonomie suffisante. Parce que, comme on sait, plus on va vite, plus ça prend de la puissance. C'est pas proportionnel avec la vitesse, là. Ça va plutôt au cube, là. Un autre produit qu'on a électrifié, c'est un bateau de ski nautique. Donc, on a travaillé avec LTS Marine, une entreprise de Montréal, à développer un système de propulsion pour les bateaux. Finalement, autant bateau de plaisance que bateau de ski nautique. La beauté, finalement, de la motorisation électrique, c'est comme dans n'importe quelle application, ça a beaucoup de couple. Donc, que ce soit dans l'eau ou que ce soit sur la route, l'accélération est instantanée. Donc, on voit le bateau sortir de l'eau comme on ne peut pas voir un bateau normalement sortir de l'eau. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Transport urbain. Donc, autobus urbain. On a travaillé avec Novabus sur leur premier concept d'autobus entièrement électrique. Ils sont à finaliser le développement de l'autobus qui va être commercialisé. Donc, ça, c'est encore une très belle application. C'est fait au Québec. On va les voir à Montréal, d'ailleurs, les autobus 100% électriques de Novabus, dans ce cas-ci, dans le projet qui s'appelle Cité Mobilité à Montréal. Donc, il y a 3 autobus qui vont être mis en service avec un chargeur rapide là, en bout de circuit. Donc, il va y avoir des chargeurs qui vont charger avec un caténaire l'autobus par le dessus. Bien, c'est pas juste pour la route, finalement, les véhicules électriques. C'est aussi, dans ce cas-ci, on l'appelle le Minotaur, donc fabriqué par une petite compagnie de la Terrière au Saguenay, Pedno. Donc, cet appareil-là est destiné à l'utilisation dans les mines souterraines. Moi, personnellement, je suis descendu avec 2000 pieds sous terre dans une mine souterraine. Et encore une fois, on voit qu'un véhicule électrique, ça n'a rien à envier à des véhicules diesel, par exemple, parce que dans ce cas-ci, les mines utilisaient des petits Kubota diesel à transmission hydrostatique. Actuellement, les pentes sont très importantes dans les mines souterraines. On parle de pentes de presque 25 %. C'est très, très abrupt. Et les petits tracteurs Kubota ont de la misère à décoller dans ces pentes-là. Et ils montent avec 1, 2 personnes à bord. S'il y en a un qui essaie de grimper en arrière, le petit tracteur n'est plus capable de monter la pente. Alors que celui-là, on était 4 dedans, 2 devant, 2 derrière, puis on montait sans problème. Le couple est instantané comme dans toute application électrique. Donc, c'est très intéressant pour des applications de véhicules.
Ça, c'est un projet qui a été fait ici par un paquet de partenaires que vous voyez là, finalement, FP Innovation, EV, Prescad, Cargo, un design de Paul Deutschmann. On a répondu finalement à un appel de l'aéroport de Calgary qui voulait avoir un service de navette électrique pour desservir son nouveau terminal international, donc qui va être ouvert vers la fin de 2016. Un autre projet dont vous avez entendu certainement parler, c'est le projet d'électrification des taxis à Montréal. Évidemment, c'est une belle application parce que bon, la plupart des taxis circulent en milieu urbain. Hein. Ils contribuent à augmenter la pollution en ville. Donc, remplacer un véhicule taxi qui roule souvent au ralenti, qui attend finalement des clients par un véhicule électrique, c'est vraiment, encore là, une très belle application. Chaque véhicule en ville, à Montréal, fait à peu près 70 000 km par année. Donc, remplacer un de ces véhicules-là par un véhicule électrique, on sauve encore là plus de 25 tonnes de CO2 par année. Donc, il y a des Nissan Leaf, des Kia Soul électriques et également des Tesla Model S qui sont dans leur flotte. Il y aura peut-être d'autres modèles dans l'avenir. Donc, un très, très beau projet d'électrification à Montréal. Là. Nous, on regarde là-dedans les effets finalement de l'utilisation de ces véhicules-là en taxi, c'est-à-dire une utilisation très, on pourrait dire, agressive pour un véhicule passager et avec des recharges plusieurs fois par jour. Donc, c'est le genre de choses qu'on étudie pour le moment. Moi, je trouve ça stimulant de voir tout ce qui se fait et je vous dirais que presque à chaque semaine, on a des gens qui nous appellent avec des nouveaux projets qui visent l'électrification des transports. Donc, on est vraiment au Québec dans un écosystème très riche où il y a beaucoup d'idées qui bouillonnent et il y a beaucoup de gens qui se lancent. Par rapport à ce qui se fait dans le reste du Canada, c'est vraiment unique ce qu'on peut voir ici. Je vais vous parler des défis de la mobilité au 21e siècle. Et en fait, mon objectif, c'est de faire réfléchir un peu. Donc, j'ai vraiment mis ensemble des choses très bizarres dans la présentation, des thèmes assez diversifiés. Et j'ai espoir de vous faire réfléchir aux défis de la mobilité au 21e siècle. Donc, il y a quand même certains éléments préalables dont on doit tenir compte quand on réfléchit à la mobilité à différents horizons. Il y a des tendances. On parle de vieillissement de la population. On parle d'augmentation de la demande de transport adapté. On parle de motorisation croissante. C'est très fort encore, mais peut-être des petites tendances divergentes chez certains groupes de population dans les milieux urbains. On parle de l'économie du partage, on l'a vu dans certaines diapos, des offres alternatives de transport, la multiprésence du vélo-partage, l'autopartage, le covoiturage dynamique, le taxi amateur. On entend plein de nouveaux concepts à chaque jour. Donc ça, c'est le contexte préalable. Et là, je vais vous présenter certaines choses qu'on a déjà mesurées. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont sur Montréal parce que c'est mon terrain d'étude, même si je viens de Québec et j'ai étudié ici. Donc, un premier constat qu'on va tirer, c'est que les véhicules urbains bougent peu. Donc, vous avez à Montréal environ 30 % des véhicules qui ne sont pas utilisés lors d'un jour de semaine. Ça veut dire que les gens les possèdent, mais ils ne les utilisent pas quotidiennement. Donc, on regarde à travers le territoire, est-ce qu'il y a des modifications, est-ce que c'est différent selon les territoires de résidence? Mais pas vraiment. On les utilise encore moins en milieux centraux, mais de façon générale, il y a quand même des véhicules qui ne sont pas utilisés pendant des jours moyens de semaine. Deuxième constat, ils bougent peu. On parle de collectionneurs. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup au Québec, des collectionneurs, parce que nos véhicules sont stationnés environ 95 % du temps. Donc, on l'a mesuré pour Montréal, pour un jour moyen de semaine. Si vous calculez le temps passé en déplacement, bien, c'est peu, comparativement au temps où il est passé stationné soit au domicile, soit à un lieu d'activité. Alors, on s'est posé la question, et si tous les véhicules étaient partagés? Qu'est-ce que ça donnerait? On en a besoin de combien de ces objets qui se déplacent pour assurer les besoins de mobilité des automobilistes conducteurs. Donc, si on fait des hypothèses sur les distances de marche que les gens accepteraient de parcourir pour accéder à un véhicule, et on n'est pas tout à fait dans les véhicules autonomes encore, mais quand ils seront autonomes, ils pourront se déplacer vers vous, et on enlève quelque chose comme 30 % des véhicules. Donc, vous allez avoir une diminution du temps passé stationné si on les partage, et vous arrivez avec 30 % de véhicules en moins. Donc, vous avez un nombre de véhicules, 2 millions qui sont possédés à Montréal. Et si on accepte de les partager totalement, on en a besoin d'1 million pour répondre aux mêmes besoins de mobilité. L'autre constat, c'est que les automobiles sont peu occupés.
il y a peu de gens à bord. Donc, on a beaucoup de sièges vides qui se déplacent. Donc, si on regarde au niveau du covoiturage, qu'est-ce qui arriverait si on covoiturait? Bien, on est capable d'augmenter un peu le taux d'occupation. Si on prend juste les automobilistes conducteurs, j'évacue les passagers actuels, et on enlève 300 000 automobiles pour un jour moyen de semaine. Et là, on continue dans les scénarios. Alors, si on choisissait mieux l'école de nos enfants, parce qu'on a regardé sur 10 ans l'évolution des distances domicile-école, et on a vu que ça avait cru d'une façon épouvantable. Donc, on fait des hypothèses de minimisation des distances. On va réallouer les enfants aux écoles pour Montréal, selon différentes hypothèses. Et là, on réalise qu'effectivement, il y a des gains à faire en termes de réduction des distances. Donc, on prend différentes hypothèses de proximité, de préférence publique-privée, de capacité des écoles. Et là, vous arrivez avec une diminution, pour différents scénarios, de 40 des distances domicile-école. Ce n'est pas 1 là. C'est gigantesque, les gains qu'il pourraient se faire. Autre scénario, mais en fait, la même chose, si on rapproche les enfants des écoles, évidemment, ils pourront marcher. Parce qu'une chose qu'on tente de faire, c'est de faire la promotion de la marche et du vélo vers l'école. Donc, si on les rapproche, mais là, le potentiel de la marche et du vélo augmente chez les enfants. Ils auront la capacité de se rendre. Pas que j'aime pas vos bus scolaires qui sont superbes, mais disons qu'on voudrait mieux qu'ils marchent. Au niveau des autres scénarios, on a fait déménager les travailleurs. Donc, on s'est questionné qu'est-ce qui arrive si on déménage les travailleurs et on les rapproche de leur emploi, d'un point de vue systémique. Donc, même scénario, on veut diminuer la distance totale parcourue par les travailleurs. Et là, on fait de la substitution de travailleurs. Donc, vous avez une réduction de plus de 50 des distances domicile-travail qui serait possible juste en rapprochant les travailleurs de leur lieu de domicile. Et là, il y a différents scénarios qui sont faits encore. Au niveau du potentiel de la marche et du vélo, là, ce qu'on évalue, c'est quel est le potentiel de ces modes-là dans la mobilité quotidienne. Donc, on regarde les distances que les gens parcourent généralement à pied et à vélo. Et là, on évalue quel est le pourcentage de ces déplacements quotidiens qui pourraient se faire avec ces modes actifs. Et on arrive avec des potentiels assez intéressants pour la grande région de Montréal, autour de 24 des déplacements quotidiens. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose qui est marginal. On arrive à avoir des hauts potentiels de marche et de vélo pour les distances qu'on observe dans les déplacements faits avec des modes motorisés de façon quotidienne. Donc, il y a vraiment un gros potentiel là aussi. Évidemment, vous allez me dire l'hiver. Oui, l'hiver est en train de disparaître, si vous ne l'aviez pas observé. Mais grâce au changement climatique, non, on ne va pas dire ça comme ça. Coupez, s'il vous plaît. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un potentiel. On comprend qu'on a besoin d'une diversité de modes de transport pour se déplacer, mais il y a quand même un potentiel au niveau des modes actifs pour couvrir une part assez intéressante de la mobilité quotidienne. Au niveau des infrastructures, alors une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que nos réseaux sont utilisés à capacité? Bien, la réponse, c'est non. Donc, on va me répondre, mais oui, mais c'est congestionné, à Montréal particulièrement. J'ai dit oui, c'est rempli de véhicules, mais il y a une capacité résiduelle à l'intérieur des véhicules et il y a une capacité résiduelle sur nos routes. Donc, de façon hypothétique, on s'est posé la question, est-ce qu'on est capable d'évaluer la capacité de grands corridors et de voir comment cette capacité est utilisée pendant la journée? Donc, je vais vous montrer un cas, qui est le cas des déplacements à Laval vers Montréal. Et on évalue une certaine capacité, c'est-à-dire qu'on regarde tous les déplacements qui sont faits, on prend l'heure la plus importante observée à partir des bases de données dont on dispose, et là, on va regarder à travers la journée quelle est cette capacité résiduelle. Parce que si on peut assurer ce nombre de déplacements, on pourrait l'assurer pendant toute la journée. Donc, évidemment, on s'attend à ce qu'en pointe du matin, ce que vous voyez ici, en pointe du matin, on a 100 de la capacité estimée qui est utilisée, mais évidemment, à travers la journée, il y a beaucoup de capacités résiduelles. Donc, la question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour l'instant, on n'en fait presque rien, mais il y a un potentiel de valorisation si on gère mieux la distribution temporelle de ces déplacements. Et je fais une parenthèse ici, c'est ça, le petit logo parenthèse, c'est que la capacité, c'est quelque chose qui est ambigu. On va toujours avoir cette perspective circulation, c'est-à-dire qu'on l'a eu longtemps de prévoir ou de planifier nos infrastructures en essayant de faire passer des véhicules, alors que ce qu'on veut faire passer, c'est des personnes et des marchandises. Donc, cette notion de capacité devrait être formulée pour mieux évaluer c'est quoi la capacité en termes de personnes qu'on peut transporter sur nos infrastructures. Et si on veut mieux utiliser cette capacité, évidemment, donc, ou bien on met plus de passagers par automobile, ou bien on
on réduit la taille de ces véhicules. À la limite, on pourrait avoir des véhicules qui sont une petite boîte autour de nous. Ou bien on réduit l'espace entre les véhicules. Et ça va être possible, notamment avec les systèmes intelligents. Donc, si je résume, parce que là, il y a vraiment beaucoup de scénarios différents, vous avez vu que ce qu'on cherche à comprendre, c'est quels sont les gains qu'on pourrait faire avec les infrastructures dont on dispose, considérant qu'on utilise, qu'on a des besoins de mobilité et qu'ils découlent de certains éléments plus structuraux. Donc, il y a des opportunités, et là, c'est certainement un bon levier pour amorcer une discussion. De mon point de vue, ce sont des opportunités, mais ce ne sont pas des éléments, ce n'est pas la clé des modifications de la mobilité. Et là-dedans, je mets électrification et transport intelligent. Pour moi, ce sont des opportunités. J'ai mis, en fait, l'objectif, ce n'est pas que les gens changent de voiture, c'est qu'ils changent de comportement. Donc, dans la stratégie d'électrification, il y a cet enjeu. Et je m'inquiète beaucoup, pas auprès de tous, quand on parle d'électrification et qu'on oublie qu'on doit aussi se préoccuper de la façon dont on va faire l'utilisation de ces véhicules. Donc, tous ces produits de niche, je les trouve superbes. Les flottes de taxis, je trouve ça superbe. Les flottes de véhicules de transport en commun, je trouve ça superbe. D'un point de vue individu et véhicules individuels, s'ils sont utilisés de la même façon qu'on les utilise aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement de gain, parce qu'on va avoir beaucoup d'autres problèmes à gérer. On peut parler de stationnement, on parle de congestion, on parle de sécurité, utilisation de la route, le partage de la chaussée. Donc, je pense qu'il y a vraiment une clé. Il faut réduire les besoins en mobilité motorisée. Et ça ne veut pas dire réduire la mobilité. Ça veut dire réduire la mobilité motorisée, encourager un changement comportemental, aller vers les modes actifs, les modes partagés, une meilleure allocation des domiciles, lieux d'activité, lieux d'école, ainsi de suite. Et le prix à payer, parce que ça doit passer par des modifications. Je pense qu'il y a cet élément qu'on doit nécessairement réduire l'attractivité de l'automobile, qu'elle soit électrique ou non. Il y a cette utilisation qu'on en fait n'est actuellement pas optimale. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté, peu importe le mode de propulsion, on doit réduire l'attractivité de l'automobile. On peut parler de tarification, de gestion des stationnements. Toute forme d'intervention qui va en réduire l'attractivité va nous faire avancer vers une mobilité plus durable. On doit améliorer évidemment significativement les alternatives, les modes actifs, les modes partagés, le transport en commun, et travailler sur les changements structuraux. L'utilisation de nos infrastructures, la distribution des besoins de mobilité dans le temps et dans l'espace. Je parle d'organisation des horaires, l'offre et les coûts de logement, les lieux d'activité, tout ceci doit être repensé. D'expérimentations qui sont menées actuellement avec plein d'autres sortes de métaux. Donc, oui, il y a un avenir dans d'autres métaux. Il y a aussi des avenirs dans d'autres énergies qui peuvent quand même fonctionner avec l'électrification, comme les véhicules à l'hydrogène. Je veux dire, la motorisation peut être électrique, puis le carburant peut être autre. La façon de charger la batterie, ça peut être autre. Ça pourrait être des piles à l'hydrogène qui alimentent des véhicules électriques. Pour l'hydrogène, mais ça dépend vraiment beaucoup du pays qu'on considère, parce que, en fait, c'est vrai qu'au Québec, ça n'a presque pas de sens d'aller prendre la voie de l'hydrogène, mais dans la plupart des pays comme aux États-Unis ou au Japon, en Europe, il y a très peu de différence en termes d'émissions CO2 par kilomètre entre un véhicule alimenté par l'hydrogène et un véhicule électrique. Aujourd'hui, avec ce qu'on a aujourd'hui avec les réseaux électriques, donc, à long terme, qu'est-ce qui va être plus propre, l'hydrogène ou l'électricité? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Oui, il y a un danger dans les piles au lithium, mais il y a un danger aussi de véhiculer assis sur un réservoir d'essence qui a une taille incroyable, comme on le fait tous les jours. Donc, je vais juste relativiser un petit peu à ce niveau-là. Ce n'est pas un métal rare. En fait, c'est un métal abondant. En ce moment, la production est dominée par le Chili et la Bolivie. Mais la seule raison pourquoi il n'y a pas plus de production de lithium, par exemple, au Québec ou aux États-Unis, c'est qu'il n'y avait pas de demande. Donc, en ce moment, l'offre de lithium était suffisante. Là, depuis quelques années, le prix a augmenté. D'ailleurs, c'est un des seuls métals en ce moment dont le prix augmente. Donc, là, on voit déjà des investissements importants justement dans la filière lithium. En fait, les études ne sont pas du tout concluantes sur ce point-là, que l'empreinte écologique de la production de batteries serait catastrophique. Et d'ailleurs, il faut relativiser.
Donc, il faut regarder l'empreinte écologique d'un véhicule sur toute sa durée de vie. Donc, ce qui inclut évidemment la production, mais aussi l'utilisation. Et sur ce point-là, il n'y a pas de doute, le véhicule électrique est nettement avantageux par rapport au véhicule thermique, et ça même aux États-Unis. À cause de la multiplication des différentes chimies, justement, qu'on trouve sur le marché, c'est pas évident. Là, il y a des choses qui vont devoir se mettre en place. On va devoir être capable de trier ces batteries-là. Il va y avoir différents processus pour les différents types de chimie, pour la récupération. Il y a un gros travail en avant de nous. Heureusement, on a du temps, je pourrais dire, parce que les batteries, après leur utilisation dans les véhicules, ils vont avoir d'autres utilisations. En fait, on va les récupérer pour des utilisations stationnaires, donc les utiliser pour du stockage stationnaire. Ça va leur donner une autre durée de vie assez importante. On peut imaginer que dans 15 ans, il va sérieusement falloir penser à la récupération de batteries lithium-ion. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut commencer à attaquer ça sérieusement parce que pour le moment, il n'y a pas de standard. C'est vraiment... il y a un problème de standardisation, d'absence d'harmonisation des... Il y a trop de saveurs. Oui. Et puis là, il faut être capable de défaire la recette de toutes ces saveurs-là. C'est pas évident. Les développements n'arrêtent pas du côté de l'électrochimie, puis peut-être qu'à un moment donné, on va avoir un gagnant. Tu sais, on va peut-être tomber sur une chimie qui va faire tellement notre affaire qu'on va arrêter de multiplier les recettes. Et puis là, ça va devenir plus facile de standardiser la récupération. Il y a eu un projet de recherche qui a été fait justement ici à l'Université Laval, où est-ce qu'ils ont étudié comment l'université pourrait gagner à avoir des véhicules électriques possédés par les employés qui seraient rechargés pendant la journée, puis qui serviraient à même renvoyer de l'énergie sur le réseau en véhicule to grid pendant les périodes de pic des grands froids pendant les journées à l'université. Donc, il y a de la recherche qui se fait de ce côté-là. C'est pas un problème qui est résolu. Ils sortent encore des articles là-dessus, mais c'est un problème que les scientifiques ont dans leur mire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, les véhicules, ils prennent peut-être 4 heures à être chargés. Donc, quand vous allez arriver à la maison le soir, là, quand c'est la pointe, justement, à 5, 6, 7 heures, ça va être facile de retarder le début de la charge puis la commencer rendu à 8 heures, 9 heures, puis vous allez être quand même prêt à repartir le lendemain matin avec une pleine charge. Tu sais, la pointe, elle se fait à l'heure du souper. C'est pas là que c'est le meilleur moment pour charger. Puis ce qui risque d'arriver, c'est qu'Hydro-Québec va mettre en place des incitatifs à la biénergie, on pourrait dire, donc où votre voiture, qui est intelligente, va parler avec la borne, et la borne va dire à la voiture, tire pas le maximum de puissance, là, prends 1 kW pour tout de suite, c'est ce que je peux me permettre, puis au fur et à mesure que le temps va passer, il va lui permettre d'aller chercher de plus en plus de puissance. Il y a des choses qu'on sait, puis il y a des choses qu'on n'a pas pu mesurer encore. Au niveau de l'autopartage, celui qui est basé station, donc le classique là, que Communauto a lancé à Québec en 1994, là, quand même, et celui pour lequel on est arrivé à démontrer qu'il réduisait la motorisation. Ce qu'il faut comprendre, je n'ai pas parlé, on parle beaucoup de l'utilisation, mais à la source, on voudrait réduire la motorisation. Parce que dans la mesure où quelqu'un a un véhicule, là, on a beaucoup de travail à faire pour le convaincre de ne pas le prendre. Donc, c'est mieux de réduire la motorisation. Puis ces services basés station sont utilisés par des gens, notamment pour faire leurs déplacements la fin de semaine, leurs courses. Puis pendant la semaine, ils sont des grands usagers des autres modes. Quand on regarde le comportement typique d'un usager de Communauto, effectivement, ils utilisent plus le transport en commun, plus la marche, plus le vélo partage. Donc, ils sont ceux qui matérialisent le plus ce qui est communément appelé le cocktail transport. On évalue que c'est combien de gens sur une population comme celle de Montréal? Bon, Communauto doit être rendu à quelque chose comme 30 000, mais le chiffre change à chaque jour. Donc, là, ils vont me chicaner, là. Mais 30 000, 35 000 membres. Oui. Donc, dans les quartiers, il faut comprendre que les taux de pénétration sont autour de 20 % dans les quartiers centraux, parce que ces modes-là ne fonctionnent que dans la mesure où il y a des alternatives pour faire les autres déplacements. Il y a un enjeu au niveau de la mesure de ces nouveaux modes et des interactions entre les modes. Nous, ce qu'on a tenté de croiser, c'est le taxi avec le Bixi, le vélo partage. Puis effectivement, on voit qu'il y a un petit mouvement entre les deux quand il y a de la pluie. C'est normal. Puis en fait, initialement, quand c'est arrivé, il y avait beaucoup de perception de compétition, mais on réalise avec le temps que ce sont des alliés. Puis le compétiteur, c'est vraiment la motorisation. C'est le fait que les gens doivent dépendre d'un véhicule. L'autopartage et le véhicule électrique, c'est vraiment un match parfait.
Parce qu'en ce moment, en fait, ce qui est assez dispendieux pour un véhicule électrique, c'est l'achat du véhicule. Ensuite, l'utilisation, le bas coût de l'électricité, le coût par kilomètre il est très bas. On n'utilise pas nos voitures. Ils restent stationnés 95% du temps. Donc, c'est difficile de justifier l'achat d'un véhicule électrique. Alors qu'avec Autopartage, on a un plus haut taux d'utilisation. Ce qui fait que c'est vraiment, avec les taxis et d'autres marchés de flotte, c'est vraiment l'application idéale pour le véhicule électrique d'aujourd'hui. Il faut développer ces solutions de transport collectif ou de mobilité intelligente, mais en même temps, il faut aussi continuer de développer l'automobile personnelle ou même la fourgonnette, parce qu'il y a une demande pour ça, puis à moins d'empêcher les consommateurs d'acheter ces véhicules-là, il y aura toujours un marché pour ça. Il faut que les gens aient le choix. Oui. Pour se déplacer autrement, il faut leur donner des alternatives. Donc là, il faut se donner les moyens financiers d'offrir des alternatives, puis réfléchir sur les changements structuraux aussi. Parce que oui, évidemment, il y a des endroits où il n'y a pas vraiment d'alternatives, on est beaucoup captifs de nos véhicules. Mais il faut aussi, quand on modifie nos villes, il faut que ça fasse partie de la réflexion. Quand Harley-Davidson s'est intéressé à faire des motos électriques qui ont fait face à ce problème-là, puis ils s'y sont attaqués en installant un haut-parleur qui produit un bruit monstrueux, voire pire que l'original, puis c'est très populaire. Les gens adorent ça. Je veux dire, si les gens veulent un bruit monstrueux, on va leur en donner un. S'ils veulent que ça vibre, on va le faire vibrer. Je veux dire... Vive la pollution sonore que ça produit dans les villes ou les campagnes. Là. Ça pourrait venir avec un casque d'écoute, puis le bruit pourrait être seulement dans leur casque. Oui, oui. Ça, moi, ça me va. Ce qu'on a observé au niveau des déplacements de longue distance, c'est quand même l'abandon de certaines lignes de bus. Donc, ça témoigne de l'engouement des gens envers les services publics pour se déplacer entre les villes. Là, je le dis un peu bizarrement, mais il y a un défi au niveau de l'organisation de l'offre de transport en commun pour les territoires interurbains. Et le Québec n'a aucune source de données sur les déplacements de longue distance. Donc là, on est dans une forme de vide sur la compréhension des besoins de mobilité. Et là, ce qui s'est développé, c'est des services de covoiturage. Donc là, oui, il y a beaucoup d'offres, ça offre beaucoup de flexibilité, c'est plus ou moins encadré. Encore une fois, il y a un flou au niveau de ce qui est acceptable, toléré, réglementaire, c'est pas clair. Mais avant d'investir dans des services de train ou de toute autre technologie, il faudrait déjà évaluer la demande, l'ouverture des gens à utiliser ces services et notre capacité à certainement les financer pour offrir des tarifs préférentiels. Concurrentiels, parce qu'actuellement, si vous regardez les tarifs du bus interurbain ou du train, le train est financé par le fédéral. Donc, il y a un soutien, ce qui n'est pas le cas pour le transport interurbain, qui est un service privé. Et ils arrivaient à financer les petites lignes avec leurs grosses lignes, ce n'est plus le cas. Donc, il y a toute une réflexion à faire. Alors, il n'y a pas vraiment de réponse, mais je sais que c'est un sujet qui est très peu étudié et qui est plus ou moins abordé dans la planification des transports au Québec. Le covoiturage est venu remplir un besoin, sans doute à cause du tarif beaucoup plus bas. Là, c'est vraiment une question de tarification dans les corridors interurbains. Puis il y a un gros enjeu au niveau du branchement, parce que vous pouvez avoir un super service, disons, entre la gare de Québec et la gare de Montréal, mais si ça vous prend 45 minutes d'accéder à la gare parce que vous n'êtes pas à côté, là, vous avez un gros problème. Les problèmes de connexion pour assurer la suite de votre déplacement, le fait que j'arrive ici, j'ai ma carte opus et j'ai pas de ticket de Québec. On est un peu mal pris pour savoir comment faire la suite, parce que notre destination finale, c'est pas la gare. Finalement, quand on va arrêter d'acheter du pétrole et qu'il va rester plus d'argent dans nos poches, on va dépenser plus localement, on va aller chercher des taxes sur autre chose. Il faut que ça aille en même temps qu'une diminution de l'attractivité de l'automobile en soi. Et toutes ces idées de dire, s'il est électrique, il va payer moins cher. Si on met un péage, il est électrique, il ne paiera pas. Moi, je trouve ça épeurant, parce que là, il y a quelque chose qui est mal cerné, là. On veut réduire l'empreinte pour les déplacements qui vont se faire en automobile, mais on voudrait aussi qu'il y en ait moins. Les notions de taxes kilométriques, ce sont aussi des stratégies qui sont expérimentées et étudiées un peu partout. Il y a eu un rapport qui était lancé, là, sans doute, je pense, sur le site du Cyrano, qui disait que c'était une des modes de tarification qui étaient les plus équitables, parce que chaque kilomètre parcouru a un coût. Je dirais que le rôle du gouvernement, c'est de créer l'environnement
propice aux investissements du secteur privé. Ce n'est pas une coïncidence qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans les véhicules électriques en Californie. C'est que le gouvernement a carrément forcé l'industrie automobile internationale à vendre des véhicules électriques. Si le gouvernement veut encourager plus d'électrification, bien, il doit renforcer les règlements, peut-être augmenter les subventions dans certains cas, où on a parlé de taxation, etc. Mais s'il crée l'environnement, le secteur privé va être prêt, il va répondre aux demandes du marché. Peut-être qu'il faut que chacun ait ses bornes privées. Mais il faut généraliser. C'est cute quand il y a 2-3 personnes qui font leurs bornes privées, mais quand on est rendu avec 10 ou 15, 20 systèmes de bornes de couleurs différentes, avec une gestion de qui a le droit ou pas, là j'ai vraiment une crainte. Donc, il doit y avoir un rôle d'encadrement, puis voir est-ce que ce sont des bornes privées ou des bornes publiques, parce qu'on doit aussi gérer cet aspect, qui va avoir le droit de réserver, qui va avoir le droit de se charger, est-ce qu'il y a des priorités.